On refait la tech. Est-ce que la tech bénéficie d'un régime d'exception? Est-ce qu'on la traite avec plus d'indulgence que d'autres secteurs, comme si ses excès étaient plus pardonnables, presque inévitables au nom du progrès? Face aux géants de la Silicon Valley, est-ce qu'on observe souvent une forme de retenue, comme si la fascination ou la peur de freiner l'innovation empêchait d'aller au bout de l'indignation? Gérald, qu'est-ce qui se joue ici? Est-ce que vous vous rappelez de cette séquence d'apostrophes du 2 mars 1990? On y retrouve un Bernard Pivot en pleine forme, veste en tweed, chemise bleue et cravate à motif, qui s'adresse à un Gabriel Matzneff, écrivain à succès et pédophile autodocumenté. Sur le plateau, l'atmosphère semble légère, on glousse, on pouffe et on est tout sourire à la lecture des meilleures feuilles du torchon de Matzneff. Pour cette chronique, c'est pas tellement la nature de l'horreur décrite qui m'intéresse, non, c'est plutôt la réaction distraite et badine de la quasi-totalité des invités du plateau, à l'exception de Denise Bombardier, écrivaine canadienne, qui avait saisi pleinement l'enjeu de ce qui se tramait. Seule, elle avait jeté un froid quand elle avait dénoncé l'hypocrite présentation de l'écrivain, renvoyant les personnalités présentes à leur conscience. L'exercice télévisuel, à l'époque, les avait conviés à critiquer la forme et doctement, toutes et tous s'étaient lancés dans un débat intellectuel justifiant à grands coups d'arguments les fondements littéraires de l'œuvre coupable. Cette séquence pourrait illustrer les errements intellectuels d'une époque, une façon d'aborder un problème particulièrement tabou pour nos sociétés, mais je crois que ça peut nous aider à comprendre quelque chose du commentaire de la tech contemporaine. Car oui, il me semble qu'en matière de critique, nombre d'observateurs de la Silicon Valley font preuve de la même badinerie, la même distance que sur ce plateau, que le rire remplace trop souvent l'indignation et que les Denise Bombardier se font malheureusement trop rares. Mais alors comment ça se concrétise cette ricanerie de plateau quand on la transpose à nos vies sur les plateformes numériques? Rappelle-toi qu'en 2017, les premiers deepfakes sont apparus. 99% d'entre eux étaient des pornos dans lesquels les visages des actrices étaient remplacés par le visage de comédiennes du grand ou du petit écran ou de femmes plus anonymes. Sur les réseaux et sur Twitter notamment, la moindre alerte sur le sujet était immédiatement trollée par les relativistes de service qui brandissaient la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre ou d'innover dans un même argument pour ridiculiser tout appel à la régulation des logiciels qui permettaient de faire ces deepfakes porno. Les humiliations et les vies brisées ne valaient jamais grand-chose face à l'impérieuse nécessité de satisfaire les fantasmes les plus crades ou de présenter un écosystème numérique libre de toute régulation. Et dans ce système, la responsabilité, elle se décale à mesure que les arguments deviennent précis. Pour paraphraser un chercheur américain, Julius Doyle, qui travaille précisément sur un modèle similaire pour les questions racistes, ça donne en gros quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a des deepfakes porno, mais pas sur cette plateforme, pas dans mon réseau. Et puis, s'il y en a aussi, moi aussi, je regarde pas. Et puis, si par hasard je suis tombé dessus, c'est par erreur. Et même si c'était intentionnel, ça ne me plaît absolument pas. Voilà, on décale toujours la responsabilité un peu plus loin pour ne pas avoir à gérer les conséquences de nos actes. Et on peut appliquer cette chaîne logique à tous les événements qui mériteraient une critique solide, par exemple. Cet été, la mort de Jean Pormanov, streamer martyrisé en direct sur la plateforme Kik, a déclenché bien sûr beaucoup d'émoi, mais aussi toute une vague de réactions relativisant l'implication des deux autres partenaires streamers avec lesquels Jean Pormanov travaillait. Malgré les alertes, malgré l'enquête de Mediapart un an auparavant, malgré les plaintes et les visites de gendarmes, rien n'a vraiment permis d'enrayer la dynamique. Bien sûr, il y a de la violence sur Kik, mais sur cette chaîne, c'est un jeu. Et puis, si c'est pas un jeu, je ne regarde pas. Et s'il m'arrive de regarder, je ne participe pas. Et si je participe, c'est très 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 peu, etc., etc. Vous avez compris le principe. On éloigne le problème le plus loin possible. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de notre rapport collectif à la technologie? Il me semble que nous traitons la tech trop légèrement, sans jamais réellement nous sentir responsables de notre consommation ou de notre rapport à elle. Et ce phénomène est amplifié par le nombre de commentateurs spécialisés qui prennent la fâcheuse habitude de traiter le sujet sur un ton léger pour faciliter les collabs commerciales ou par simple fascination. Par exemple, si on revient à la dernière actualité, l'assassinat de l'influenceur MAGA, Charlie Kirk, a déclenché un débat de société particulièrement véhément sur la question,
de la liberté d'expression, sur la nature raciste, violente ou misogyne de ses propos, sur la prolifération des armes aux États-Unis, mais très peu de commentateurs tech ont souligné le rôle des plateformes et des algorithmes de recommandation dans son succès, ou même pointé la responsabilité des entreprises qui abritent ces débats dans la radicalisation des discours politiques depuis une dizaine d'années. Et c'est une constante, quel que soit le sujet. La tech est présentée comme une forme d'innovation naturelle et inévitable, un objet de désir et de consommation, un moteur du progrès qui peut échapper aux règles habituelles du jugement critique en vertu d'un exceptionnalisme technologique absurde, cynique, mais complètement assumé. Les discours d'accompagnement de la tech se développent et proposent une vision distancée, rieuse et décontractée. À cela ne manque plus que la veste en tweed, la chemise bleue et la cravate à motifs, comme les rires convenus du plateau télévision d'apostrophe. Cette distance doit être questionnée férocement parce que, vu ses effets dans le réel, il y a un véritable enjeu. Et le soutien aveugle à la Silicon Valley doit changer de statut et ne plus être un marqueur de modernité absolue. Heureusement qu'il y a quelques voix qui se lèvent pour s'indigner et il faut les soutenir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.